Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être parmi nous pour cette conférence du mois de juin qui porte sur la résilience. Alors maladie, agression, coups durs de la vie, séparation, deuil, les épreuves difficiles de l'enfance blessent également nos vies et nous tourmentent jusqu'à mettre à mal cette paix intérieure que nous recherchons toutes et tous. Et pourtant, nous avons chacune et chacun les possibilités de nous relever. Nous l'avons tous fait à un moment donné de notre vie. Alors continuez à avancer pas à pas, même si le cœur n'y est pas, puis un jour, un sentiment de libération est là. Donc vous l'avez compris, nous parlerons de la résilience, un magnifique mot, et nous verrons notamment avec notre invité Ilios Kotsou comment traverser cette vie chahutée et comment réussir à se relever. Bonjour Ilios. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, assez heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes professeur de psychologie à l'ULB. Votre CV est long. Je ne vais mettre de voilà. Alors, je ne vais pas détailler l'entièreté de votre CV, mais vous êtes aussi spécialiste des émotions. Vous nous parlez de résilience. Alors, cette résilience, comment peut-on encore la définir au jour d'aujourd'hui, puisque ce terme est relativement repris et souvent un peu à toutes les sauces. Alors, la résilience, c'est quoi ? Alors, vous l'avez déjà très bien expliqué, c'est un terme qui a à voir avec tous les traumatismes, au fond, les situations traumatiques que chacune et chacun d'entre nous a vécues ou vivra dans sa vie. Et au fond, dans le grand public, la résilience, elle pourrait ressembler à quelque chose quand on prend des images qu'on aimerait bien avoir, parce que c'est un mot qui a été utilisé pour les matériaux aussi, c'est vraiment le matériau ou le morceau de métal qui plie, et puis tout à coup on retrouve sa forme. On aimerait bien, hein. On a été plié par la vie, on a été cassé par les circonstances, et tout à coup on redeviendrait intègre comme avant. Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. La meilleure image de la résilience, c'est celle d'une forêt. La forêt brûle, c'est triste évidemment quand notre forêt brûle dans notre vie, mais que va-t-il se passer au bout d'un certain temps, de jours, de semaines, de mois ou d'années? Ah ben voilà, on continue. Il y a eu un petit souci de micro en direct, voilà. Donc on était dans la forêt, Voilà, donc dans la forêt qui brûle. Cette forêt qui a brûlé, donc après un certain nombre de jours, de mois, de semaines ou d'années, la forêt va repousser. Mais évidemment, la forêt ne sera pas, la nouvelle forêt ne sera pas comme celle d'avant. Elle sera différente. On ne sait pas si elle sera plus forte ou moins, peu importe, mais elle sera en tout cas différente. Et nous sommes transformés par les difficultés de la vie, mais nous pouvons toutes et tous retrouver une vie avec de la sérénité, de l'équilibre, quelles que soient les difficultés que nous avons vécues auparavant. Et donc c'est ça la promesse de la résilience, c'est celle de nous permettre de traverser les difficultés et puis de retrouver une qualité de vie. Est-ce que ça veut dire qu'être résilient ou réussir à passer ces périodes traumatiques de la vie, c'est automatiquement se transformer pour voir les choses autrement ou bien c'est les accepter je vois beaucoup cette image de transformation que vous avez notamment dit dans votre définition. Oui. De toute façon, nous sommes transformés par l'environnement. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tout le temps transformés. Tout ce qui nous arrive, d'ailleurs depuis qu'on est un enfant, là où le petit enfant, depuis sa naissance, est transformé continuellement par l'environnement. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on va devenir une ou un adulte, et donc nous sommes transformés. Mais les traumatismes nous transforment encore plus fort. La question, c'est est-ce que dans cette transformation, on peut retrouver une qualité de vie importante, ou serons-nous cassés par la vie? Alors, évidemment, dans cette question de la résilience, on aimerait bien dire quelqu'un, une personne, telle femme, tel homme est résilient. Ou on aimerait bien atteindre quelque part qui s'appelle la résilience. Et là non plus, je pense que scientifiquement, ça ne tient pas tellement la route. La résilience est un processus. Au fond, c'est quelque chose qu'on va tricoter dans l'existence. Et c'est un processus qui va se nourrir en même temps de l'environnement extérieur, de nos relations, et bien sûr, quelque part de nous-mêmes. Est-ce que c'est cette résilience, là pour l'instant on y met le doigt, on la définit telle qu'elle. Certaines personnes peuvent se poser la question en disant bah, tiens, résilient, est-ce que je suis une personne résiliente ou pas? En fait, on l'a tous été à un moment donné de notre vie sans spécialement pointer l'acte en lui-même. On a ce potentiel-là. Alors si on fait un tout petit retour historique, la première fois dont on en parle dans la science, c'est dans les années 70, des chercheurs qui s'intéressent à des enfants qui ont vécu de très grands traumatismes sur une île à Hawaï et se rendent compte qu'une grande partie d'entre eux
ont des vies équilibrées malgré ce qu'ils ont vécu. Alors je saute à un chercheur américain que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Georges Bonanno. Et Bonanno, qu'est-ce qu'il nous montre pour répondre à votre question? Il nous montre qu'il y a une surreprésentation de la vision du traumatisme dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont voir les psychologues, les psychiatres, et ainsi de suite, sont des personnes en difficulté. Les personnes qui se remettent naturellement ne vont pas dans les cabinets. Et qu'a-t-il montré, Bonanno? Il a montré que lorsqu'on est soumis à une situation qui nous traumatise, quelque chose de vraiment une violence très forte, quelque chose qui bouleverse notre vie, la majorité d'entre nous, nous nous remettons sur une période qui va de quelques mois à 2 ans et on retrouve un équilibre naturellement. Et donc le cas de personnes pour qui le traumatisme est un poids porté pendant très longtemps, c'est une minorité. Donc oui, la majorité d'entre nous, en fait, toutes parmi nous, nous tous et toutes, on a un potentiel qu'on peut activer, mais la majorité d'entre nous, naturellement, nous allons traverser les difficultés de la vie au bout d'un certain temps. On est équipé d'un merveilleux système qui s'adapte aux difficultés de l'existence. C'est pour ça que nous en parlons autant de cette résilience à notre époque. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, notamment par rapport à ces approches et à la qualité, à la recherche du bien-être aussi? Oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus d'informations qui passent. Aujourd'hui, nous avons toutes et tous accès à de l'information par Internet, par des vidéos et ainsi de suite, alors qu'il y a une époque où la sagesse, en tout cas, il n'y avait pas tellement de psychologie, c'était la sagesse qui nous proposait de faire face aux difficultés de la vie. Elle était peut-être réservée à une certaine élite. Aujourd'hui, heureusement, on a tous accès à ça. Et puis, on a tous été confrontés à de grandes difficultés. Donc, bien sûr que nous voulons tous cette promesse que nous pourrions aller mieux. Et peut-être aussi, on a davantage de temps disponible, peut-être. Et évidemment, il y a encore des femmes... C'est paradoxal par rapport aux vies de fous que nous pouvons mener. Alors, pour beaucoup, il y a encore des femmes et des hommes qui sont dans nos rues, qui n'ont pas les conditions de vie décentes juste pour survivre, ce qui est tout à fait fou dans nos sociétés si riches. Mais une grande partie d'entre nous, aujourd'hui, on a des conditions de vie qui nous permettent peut-être d'envisager autre chose. Il n'y a plus que la survie biologique qui est là, et on peut se dire, tiens, mais j'aimerais aussi tellement m'épanouir. Alors il y a aussi les chemins ne mènent pas tous à l'épanouissement, mais il y a peut-être cette volonté profonde qui est belle, je pense, de nous les humains, de trouver quelque part aussi une forme de paix intérieure, de sérénité, et la résilience, elle nous parle de ça. C'est une qualité importante pour l'être humain, c'est une approche importante pour lui. Alors c'est un processus important qui nous réconcilie aussi avec les difficultés. Je pense à une autre recherche qui m'a beaucoup marqué et qui comparait des personnes qui avaient vécu énormément de difficultés, des personnes qui n'en avaient vécu aucune et des personnes qui en avaient vécu vraiment beaucoup, trop. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les personnes qui ont vécu trop de difficultés, quelque part, ont été cassées par la vie et on voit que leur niveau de bien-être est assez bas, elles ont quand même beaucoup d'anxio-dépression et ainsi de suite. Mais étonnamment, les personnes qui n'avaient vécu aucune difficulté, celles qui le disaient, étaient dans le même état. Et les personnes qui allaient le mieux, c'est celles qui en avaient vécu un certain nombre. Et donc, cette fameuse phrase qu'on attribue à Nietzsche, « ce qui ne te tue pas te rend plus forte », elle a quelque part du sens. Alors, ce n'est pas que je pense qu'on ait besoin absolument de souffrir, mais c'est que de toute façon, on ne peut pas faire fi de la difficulté, mais qu'elle peut être comme un facteur qui nous permet de grandir lorsqu'on peut y faire face. Je pense aussi à cette jolie image de la chenille et du papillon. Lorsqu'on est chenille dans le cocon, l'image qu'on peut avoir, c'est que ce n'est pas très confortable, on peut être là très très serré, mais si quelqu'un venait déchirer le cocon, la chenille jamais ne deviendrait un papillon. Et donc l'effort de la chenille pour sortir du cocon, c'est ce qui va renforcer les ailes qui permettront par la suite au papillon de voler. Tout comme une autre image peut-être, c'est de venir accrocher des ailes sur une chenille alors qu'elle n'est pas encore prête de s'envoler. Tout à fait, complètement. Et donc il y a bien sûr cet équilibre-là. Ici, ça ne consiste vraiment pas à valoriser la souffrance, surtout lorsque l'on pense qu'il y a des femmes et des hommes qui vraiment sont dépassés par des souffrances psychologiques, émotionnelles, physiques, qui ne sont pas souhaitables. Mais c'est intéressant quand même de penser à cette question des difficultés de la vie qui existent et qui peuvent nous permettre aussi de grandir. Alors, il y avait, lorsque nous nous sommes parlé au téléphone pour préparer cette conférence, il y avait un point sur lequel je souhaitais évoquer avec vous, c'est quand même ce discours assez dominant qui veut que la personne soit non-stop dans la résilience, que ça doit faire partie d'une de ses qualités pour pouvoir avancer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Face aux événements qui arrivent depuis un an, face aux coups durs, c'est « allez, maintenant il faut être résiliente ».
sérieusement. Il faut te prendre en main. Il faut prendre pousser. en main. On en est presque arrivé à ne pas accepter que les choses tournent mal. Et alors, justement, par rapport à ce discours assez fort quand même, c'est plutôt une grande pression sociale d'être résilient. Et les injonctions au bonheur, au bien-être, à la résilience, à la zénitude, Oui. elles, non seulement elles ne servent à rien, mais comme vous l'avez dit, elles mettent une pression qui vont renforcer notre mal-être. Non seulement on va mal, mais on se sent coupable par la suite d'aller mal. Et évidemment, ce n'est peut-être pas la meilleure direction. L'idée que nous ayons un potentiel peut-être qu'on peut activer, qu'on ait des ressources intérieures, ça ne veut pas dire qu'il y a cette obligation d'aller bien. Et si on revient à la résilience, une image que j'aime beaucoup, c'est celle d'une toile, d'un filet. En réalité, si on cherche à comprendre les déterminants de la résilience, il y a premièrement des déterminants sociaux. On ne peut pas y échapper, donc ça ne dépend pas de vous et de moi. Ce n'est pas la faute de quelqu'un lorsque cette personne va mal. C'est un peu comme si on allait pointer en disant tu vas mal et tu n'as pas de travail, c'est de ta faute, secoue-toi, tu vas y arriver. Non, il y a cette grande toile sociale de laquelle je fais partie, et on n'est pas tous au même endroit. Et dans cette toile, il y a d'autres toiles, il y a comme des nœuds dans lesquels sont nos familles, nos groupes sociaux, et seulement là-dedans, il y a l'individu avec ses pensées, ses émotions. Et nous dépendons de la toile. Et on pourrait même aller encore plus loin. Cette grande toile des femmes et des hommes, elle est dans la grande toile de la planète et du vivant. Avant, il y avait peut-être la planète qui allait bien, en tout cas, elle ne se préoccupait pas de nous, les humains, on était minoritaires, et alors voilà, il y a des groupes qui allaient mieux, moins bien. Aujourd'hui, les femmes et les hommes, on devient majoritaires sur la planète, et donc on met en péril la grande toile dans son ensemble. Et donc voilà, on ne peut pas être culpabilisé de ne pas aller bien, on dépend toujours du groupe social, de la société dans laquelle on est. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de possibilité de faire quelque chose, heureusement que oui. Et donc les études, elles montrent qu'il y a une partie de la résilience qui est en fait ce qu'on a reçu de l'environnement. Et il y a aussi une partie sur laquelle, heureusement, nous pouvons, chacune d'entre nous, on peut agir. Ce sont ces fameuses ressources. Oui. Voilà. Il y en a 3, c'est ça que vous observez à peu près. Donc, ce sont des ressources qui sont d'ordre environnemental, personnel et relationnel. Oui, on peut dire ça. Comment peut-on les détailler chacune? Quels sont ces paramètres qui permettent d'aller plus loin dans cette... Alors, les ressources environnementales ne dépendent pas vraiment de nous. Si, en termes politiques, en fait, comment nous, en tant que citoyens, nous allons militer pour des politiques plus durables, pour plus de justice sociale, ce qu'on fait ici, pour une meilleure santé, un accès à une santé psychologique pour toutes les citoyennes et les citoyens. Donc ça, c'est l'environnement. Comment est-ce qu'on va protéger la planète et ne pas faire une société qui pollue et qui va faire à la fin, parce que la qualité de l'air et ainsi de suite, influence aussi notre santé physique et morale. Si on vient à l'aspect relationnel, je pense à Edgar Morin, ce grand sage qui a 100 ans maintenant, et qui était invité à la Grande Librairie hier. Il parlait de la convivialité. Par hasard, j'étais à Paris, donc j'ai eu l'occasion de voir un morceau de cette interview, et ça m'a beaucoup touché. Il disait que cette convivialité est un élément central de la vie en société. Et donc, la résilience, elle vient de là aussi, notre capacité à entretenir ces liens au quotidien et dans des choses toutes simples. Je pensais à l'éditeur chez qui j'étais, il me parlait de ça. Il me disait, moi je fais attention lorsque je vais chez la boulangère le matin, lorsque je vois un caissier au supermarché. Et donc, toutes ces toutes petites interactions, ce sont des éléments de nos liens sociaux. Et si on n'en prend pas soin au quotidien, on sera moins résilient, puisque le tissu social fonctionnera moins bien, on sera moins bien intégré. Et donc déjà ça, juste prendre soin de toutes les relations que l'on a, et surtout des relations qui paraissent anodines. Parce que les jours où on va moins bien, ce sont ces relations-là qui feront ce filet qui pourra nous soutenir et nous protéger. Alors bien sûr, évidemment, il y a aussi notre vie avec nos amis qui est importante, la vie au travail, la vie avec nos enfants, mais donc tous ces liens. Comment est-ce que je prends soin de ces liens qui sont importants? Alors, un des éléments, il paraît anodin, mais il a été étudié scientifiquement, c'est dans les liens, comment est-ce que je peux valoriser ce qui va déjà bien, et donc reconnaître des qualités chez des personnes à qui je suis, faire des compliments authentiques et honnêtes aux personnes que je rencontre. Parce qu'on a remarqué que la plupart d'entre nous, en tout cas moi je me reconnais bien là-dedans, on va plus rapidement voir ce qui ne va pas chez l'autre que ce qui va bien. Avec le temps, on va plus rapidement voir ce qui nous irrite chez l'autre que ce qui nous fait du bien. Et donc on peut rentrer dans une spirale négative où déjà quand on ne va pas bien, on a tendance à voir les choses en noir, mais le fait de renforcer ce qui ne va pas va nous entraîner vers le bas. Et donc, ça va nous demander un effort d'aller regarder ce qui va bien. Dans nos entreprises,
Si nous sommes une encadrante ou un encadrant, voilà, une chose tellement simple, mais qui est comment est-ce que je pourrais essayer de débusquer toutes les choses que les gens autour de moi font de bien, et d'abord renforcer ce qui va bien plutôt que d'être directement à pointer ce qui ne va pas. Et c'est très pragmatique, hein, ce n'est pas une vision toute rose, c'est qu'on aura de meilleurs résultats à renforcer ce qui va. C'est une façon de cultiver la résilience, ce sont des outils pour cultiver, pour l'installer. Il y a un principe tellement simple qui dit « nourris ce que tu veux voir grandir ». Et donc si j'ai un potager et que j'ai envie de manger des courgettes, parce que moi j'aime bien les courgettes, il vaut mieux que je passe mon temps à aller binetter et aller arroser les courgettes, plutôt si je passe mon temps avec d'autres plantes que j'aime moins, et puis je me plains qu'elles grandissent. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de voir grandir dans mon existence, et quel est le temps que je prends, la disponibilité que j'ai, et le soin que je mets au quotidien pour prendre soin de ça. Alors, il y a un autre élément important qui est prendre soin. Ça demande à être fait quand les choses vont plutôt bien. Parce que si j'attends que mon jardin soit dévasté par, je ne sais pas moi, les insectes, les orages, la grêle, et que j'y vais ce jour-là, et que j'ai jamais pris le temps d'aller voir comment ça fonctionnait, ça va être très compliqué. Par contre, si je prends soin du jardin, je connais bien ma terre, je sais quelle est la terre qui est là, j'enlève les cailloux, je cultive dans le temps, le jour où il y aura une grande difficulté, voilà, j'aurai peut-être plus facile à reprendre soin du jardin. Et donc là, on arrive au troisième point, peut-être, qui est notre vie intérieure. Notre vie intérieure. Est-ce que nous connaissons notre jardin intérieur? Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter à prendre soin de ce qu'il y a ici en dedans en nous? Certains peuvent passer une vie entière à chercher cette vie intérieure. Peut-être, oui. C'est pas facile. C'est pas acquis, c'est pas inné, c'est pas un processus qui paraît évident. Ça demande du temps. C'est pas compliqué, ça demande du temps. Ça demande de ralentir dans un monde qui s'accélère continuellement, où notre attention est tout le temps prise par les réseaux sociaux, par les écrans. Nous, ici, en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, on est là en train de parler, et hop, ça capte l'attention. Et comment peut-on, par moment, se déposer en soi, prendre le temps, et pour apprendre à mieux à connaître comment nous fonctionnons à l'intérieur. Et ça peut se faire de manière très simple. Prendre le temps d'aller marcher dans la nature, avec rien d'autre à faire, juste avec soi-même et les éléments de la nature. Ça peut être le fait de jardiner extérieurement, pas seulement le jardin intérieur, prendre le temps. Ça peut être le temps de peindre. En fait, toute activité qui est douce et qui nous connecte à nos sens. Elle nous ramène à nous-mêmes, plutôt qu'être uniquement dans la tête, dans les écrans, dans l'attention qui est tout le temps sursollicitée. Alors ici, nous avons déjà quelques outils qui ont été dits, mais il faut tout de même avouer que la succession de tourments dans une vie, lorsqu'une personne accumule les coups durs, ne l'aide pas tout à fait, ne l'aide pas beaucoup à voir la vie du bon côté, à voir des choses qui vont aller mieux. Alors cet équilibre est quand même assez précaire. Oui. C'est comme vous le dites, on est comme des funambules sur un fil et l'équilibre n'est jamais acquis une fois pour toutes. Et donc l'environnement change, nous changeons et nous avons besoin de nous adapter. Et nous avons une tendance, nous les femmes et les hommes, à être rigides en fait, à vouloir garder quelque chose, à ne pas vouloir que les choses qu'on aime changent, mais on n'a pas le choix. La vie change tout le temps. Et donc on a besoin de cette forme de flexibilité pour pouvoir nous adapter. Alors dans la résilience, il y a deux théories, on va dire, qui sont vraies en partie toutes les deux. Il y a celle de l'immunisation et celle de la sensibilisation. L'immunisation consisterait à dire, si j'ai vécu des difficultés, comme avec un vaccin dont on parle tellement aujourd'hui, je suis immunisé pour l'avenir. Et c'est en partie vrai, on l'a dit. Mais il y a aussi la sensibilisation qui fait que lorsque j'ai été trop confronté à des difficultés, je vais être encore plus fragile. Et donc ça montre que tout ça change tout le temps et on a besoin de prendre soin de nous-mêmes. Et parfois, on a besoin d'aller voir quelqu'un. Il n'y a pas de honte à avoir lorsqu'on a une jambe cassée. On va aller voir une chirurgienne. Et lorsque nous avons le moral cassé, parfois, c'est important d'aller voir une psychologue pour nous aider aussi. Parce que tout n'est pas, on ne peut pas tout faire toute seule. Alors justement, il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est que on peut penser que la résilience vient d'une force de caractère d'une personne. Or, que, comme on le disait, il y a ces ressources, parmi ces trois ressources, il y a les ressources relationnelles, il y a le fait d'accepter qu'une main soit tendue et être résilient pour passer le cap d'une épreuve. C'est aussi la faire, pas toujours seul, mais la faire à plusieurs en étant accompagné. Oui,
Tout à fait. Et je pensais à un élément dont on a parlé un petit peu à la préparation. Je me disais les grandes leçons de la nature par rapport à ça. Mhm. Il y en a plusieurs, mais une des grandes leçons de la nature, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler l'impermanence. Tout change tout le temps. Et moi, j'essaie de contrôler ma vie, j'essaie de contrôler les choses. Et donc, en essayant de contrôler, de m'agripper, c'est plus difficile. Et donc, accepter que le monde change sans arrêt, que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Ça me permet aussi de me dire que les moments difficiles passeront eux aussi. Tout passe en fait dans l'existence et c'est une loi importante à accepter. Et je pense que cette leçon-là, elle en va avec une autre dont vous parlez juste maintenant, qui est l'humilité. La nature nous enseigne l'humilité dans cette idée qu'on contrôle très peu et donc ne pas avoir honte de demander. Ne pas avoir honte non seulement de demander de l'aide, mais de saisir les mains qui sont tendues. Comment reconnaître les mains tendues bienveillantes? C'est pas facile pour tout le monde de l'accepter, cette main tendue. C'est pris comme une faiblesse. Oui, c'est pas facile d'être d'accord, d'être aidé. Et pourtant, lorsque nous ne sommes pas d'accord d'être aidés, nous sommes d'une certaine manière égoïstes. Parce que c'est un cadeau de permettre à l'autre de nous aider. Je vais vous prendre un exemple tellement anodin par rapport aux difficultés des personnes parfois qui nous écoutent, mais je me suis rendu compte un jour que lorsque j'allais donner des conférences avec ma valise, la personne qui m'accueillait en général me demandait « Tiens, mais est-ce que je peux t'aider ?» Et moi, invariablement, je disais « Non, ça va ». Jusqu'au jour où je me suis rendu compte en réalité que la personne qui me proposait de l'aide, au fond, elle voyait bien que je savais porter ma valise, mais elle voulait juste me montrer qu'elle était là, qu'elle était généreuse, qu'elle s'intéressait à moi. Et moi, en lui disant non, en fait, c'était vraiment pas très gentil, au fond. Puis je me suis intéressé à ça, à m'observer, à me dire, tiens, est-ce que tu peux accepter, au fond, que quelqu'un t'offre de l'aide pour une chose aussi anodine que ça? Alors imaginons quand on met ça dans des moments de grande difficulté, être d'accord de dire, j'ai besoin d'aide. Et puis être d'accord que la personne ou que les personnes nous aident. Et puis être d'accord peut-être de les remercier, parce que là aussi, parfois on a le sentiment d'être en dette si on dit merci. Et c'est aussi une manière de nourrir la résilience de nos groupes sociaux, en étant d'accord de dire merci, en reconnaissant les bienfaits, en reconnaissant qu'on doit notre bien-être, pas seulement à nous, à tellement de choses qui ne dépendent pas de nous. Quelle est la raison qui fait que certains pensent ne pas, je dirais, avoir les accès suffisants pour être résilients? Très certainement un mélange entre la biologie, il y a toujours des éléments biologiques dans notre vie, et puis les différentes expériences de la vie. Parfois, on a vécu tellement de difficultés, on a entendu tellement de personnes nous décourager, nous dire qu'on n'y arriverait pas, qu'on n'était pas capable, et peut-être des personnes de bonne volonté qui n'ont pas fait exprès, qui ont voulu notre bien, mais voilà, on l'a mal pris, donc c'est installé un ensemble de croyances fondamentales dont nous ne sommes peut-être pas conscientes et on croit que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas dignes d'être aimés, on ne réussira jamais, ainsi de suite. Et donc lorsqu'on croit quelque chose, malheureusement, on va se comporter en conformité avec nos croyances. Et donc si je crois que je suis quelqu'un de maladroit, je vais éviter les situations de la vie où je pourrais me montrer adroit. Et plus que ça, si un jour je me montre adroit par hasard, je vais dire, mais non, c'est pas moi qui ai fait ça, en fait. Et donc, c'est dangereux, nos croyances. Et ça vaut la peine aussi, parfois, de remettre ça en question. D'où ça vient, en fait, ce que je crois? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il n'y a pas des exemples qui me permettent de remettre ça en question? C'est aussi un processus personnel à mener. Hein. Oui. C'est pas une approche qui est acquise. Non, bien sûr que non. Et surtout que notre monde est un monde dans lequel il y a beaucoup de compétition. Et donc, on voit déjà au niveau de l'école, hein, je me pose toujours la question, comment en est-on arrivé à créer un système dans lequel, dans une classe de 25 élèves, ou 30 parfois, il y a une première ou un premier de la classe? Est-ce qu'on n'a pas réfléchi au fait que, bien sûr, on pousse les enfants à vouloir être le premier ou la première, mais il ne peut y avoir sur 30 qu'une ou un premier. Et les 29 autres seront frustrés. Et donc, ici, il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas tirer le meilleur de chacune, mais un système de compétition, c'est un système qui amène la comparaison. Et on sait que la comparaison amène la frustration et n'amène pas le bien-être, amène une société de personnes très dures envers elles-mêmes, très exigeantes envers elles-mêmes, et donc exigeantes souvent avec les autres. Et ce n'est pas ça qui va nous aider à aller mieux. Par contraste, quelque chose qui peut nourrir notre compétence de résilience et qui va nous paraître très très naïf en parlant comme ça, c'est quelque chose qu'on peut appeler la bienveillance ou l'amitié envers nous-mêmes. Et donc le fait de nous traiter nous-mêmes, lorsque nous allons mal, comme notre meilleur ami,
C'est vraiment quelque chose qui peut être une ressource incroyable. Et au-delà de l'aspect tout à fait naïf que ça peut avoir, comme ça, beaucoup d'études scientifiques ont montré aujourd'hui qu'il y a là quelque chose, une vraie ressource tout à fait valable. Alors les principaux, on va dire, lorsqu'on parle de cette bienveillance envers nous-mêmes, cette amitié, souvent ce que j'entends, c'est de dire oui, mais ou alors tu vas devenir égocentrique si tu commences à être trop gentil avec toi-même, ou alors tu vas finir par être complaisante et laisser tout aller. Et à nouveau, la science, qui n'est pas la vérité, mais les études scientifiques, elles nous aident en fait à pouvoir étudier ça et remettre en question ces idées reçues. Et elles montrent que, bien au contraire, lorsque nous sommes doux avec nous-mêmes, nous n'allons pas devenir complaisants, nous allons être plus clairs avec nos comportements, nous remettre plus rapidement en question et plus rapidement agir. Lorsque nous sommes doux avec nous-mêmes ou douces avec nous-mêmes, nous n'allons pas devenir égocentriques, parce que c'est le contraire. Lorsque je suis dur avec moi, je me sens isolé des autres, je me sens mal, et donc cette lutte fait que je suis coupé des autres. Lorsque je suis bienveillante, ce qui va arriver, c'est que je reconnais que ce que je vis, comme détresse, comme douleur, comme difficulté, comme sentiment d'échec, je le partage avec les autres femmes et hommes. Et donc c'est un sentiment profond de commune humanité. Je fais partie de la grande famille humaine, donc je juge moins, je me juge moins, je juge moins les autres. Et donc je vais mieux. Donc, se cultiver soi-même, apprendre à s'aimer et accepter l'aide quand elle arrive, c'est un conseil qui peut être donné aux résistants, à la résilience, à ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler de ce terme, qui ont envie de tout laisser tomber parce que finalement rien n'ira mieux. Alors j'essaierai de pas donner de conseils et j'espère que si j'en donne un, vous allez m'arrêter parce que donner des conseils, j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Par contre, le fait que nous le partagions ici, peut-être qu'une oreille à un moment qui va s'ouvrir et il y a une personne qui va entendre ça et se dire tiens, il y a quelque chose aujourd'hui qui me parle. Je pense à ça parce que vous savez, on peut écrire le meilleur livre, donner le meilleur cours. Si il ne tombe pas au bon moment pour la personne, il ne sert à rien. Et moi, je le sais, il y a des livres que j'ai eu entre les mains et qui me sont tombés des mains, qui n'ont servi à rien. Et puis le même livre, peut-être quelques années après, je l'ai ouvert. Et tout à coup, il y a eu une rencontre incroyable avec ce livre-là. Ça résonne, voilà. Oui. Et une rencontre peut résonner, un thème peut résonner. Donc, je pense que j'ai certainement aucune leçon à donner à qui que ce soit. Ça n'aurait aucun sens. Qui a une leçon à donner ? Il y a quelque chose à puiser dans vos dires et que ça donne cette impulsion. Voilà, ça serait utile, c'est génial. Ouais. Si une seule personne trouve une seule petite chose qui lui soit utile, on aura gagné notre soirée toutes les deux. C'est une des mains tendues. Oui, quelque part, oui. Il y en a tellement. Vous demandiez tout à l'heure comment reconnaître les mains bienveillantes. En réalité, ce qu'on imagine dans les études, en tout cas on le voit, c'est qu'il y a tellement plus de mains bienveillantes que celles qu'on imagine. Et donc c'est à nous aussi peut-être, lorsqu'on va mal, que va-t-il se passer ? Notre attention se réduit. Lorsque je suis anxieux, qu'est-ce qui va se passer ? Et on l'étudie, hein. Mon attention se réduit et je ne détecte que ce qui me menace. Donc la peur va m'amener à surdétecter la menace. Et donc je ne vois plus l'opportunité, je ne vois plus la main qui est tendue, je ne vois plus le sourire, je ne vois plus l'aide. Je ne fais pas exprès, je ne suis pas coupable de ça. Mais donc le fait d'en être consciente, ça me permet de me dire, tiens, mais c'est vrai, lorsque voilà, je suis comme ça, je ne le vois pas. Donc ça va me demander un effort d'ouverture, un effort de flexibilité. Alors s'il y en a une d'entre nous qui se demande pourquoi je parle régulièrement au féminin, c'est qu'en discutant avec une amie, je me suis rendu compte que voilà, il y a certainement dans ce domaine-là plus de femmes que d'hommes ou de personnes qui se considèrent comme des femmes qui nous écoutent. Et la flexibilité nous demanderait peut-être de s'adapter aussi et parler au féminin. Voilà, c'est peut-être plus adapté que parler uniquement au masculin. Peut-être parce que parler au féminin, on parle d'émotions aussi, nos émotions. Oui. Alors, au-delà des stéréotypes, j'allais dire, voilà, oui. Ça nous permet de changer un petit peu, d'être plus flexible pour moi. Je me dis, tiens, c'est intéressant. et c'est aussi intéressant pour ceux qui se considèrent comme des hommes, qui disent souvent, ce n'est pas important. Oui. En fait, mais d'accord, si c'est pas important, alors mettons tout au féminin. Et donc, ça changera un peu. Ça amène un peu de variété. Alors, est-ce que nos émotions sont liées à la résilience? Est-ce qu'il y a des techniques pour être plus résiliente? Bien sûr que nos émotions sont liées à ça. Notre vie, on pourrait dire notre écosystème émotionnel, qui est lié à l'écosystème familial, l'écosystème social, et puis le grand écosystème planétaire. Tout ça est lié, et bien sûr qu'elles sont essentielles, puisque lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on est énervé, ainsi de suite, notre qualité de vie s'en ressent. Et donc, alors les grands pièges par rapport à nos émotions, peut-être le premier grand piège, c'est que nous n'aimons pas les émotions que nous appelons négatives.
Et donc, on n'aime pas la tristesse, on n'aime pas la peur, on n'aime pas... Par définition, c'est normal. Moi non plus, je ne les aime pas. On les appelle même négatives. C'est important de se rendre compte qu'elles sont utiles. Pas seulement utiles, elles sont indispensables. Elles font Sans partie peur. de la vie. Oui, non seulement vous avez raison, elles font partie de la vie, on n'a pas le choix, mais en plus, elles sont indispensables. Sans ces émotions, nous ne pourrions pas vivre. Sans peur, on ne pourrait pas échapper au danger. On ne pourrait pas savoir si un danger extérieur nous menace ou même si un danger relationnel nous menace. Et donc la peur est une information essentielle pour diriger notre vie. Et donc c'est aussi une des grandes différences entre nous et une bactérie peut-être. C'est que bien sûr qu'une bactérie est un être vivant aussi, qui s'adapte à l'environnement, mais qui n'a peut-être pas la compétence que nous avons, si fine, que nous donnent les émotions, pour pouvoir nous adapter de manière plus fine. Et donc ces émotions difficiles vont nous dire, tiens, dans telle situation, des besoins fondamentaux de ta vie sont menacés. Un peu comme si on était un véhicule et que l'émotion, l'anxiété, la peur, c'est un petit voyant rouge qui s'allume et qui dit, attention, il faut que tu prennes soin de ton besoin de sécurité, de créativité, de lien, et ainsi de suite. Et donc, elle nous invite à aller regarder quelque chose dans la vie. C'est bizarre de vouloir supprimer l'indicateur qui nous parle de l'état de du véhicule. Deuxième utilité des émotions, c'est qu'elles sont comme une boussole. Elles nous disent, est-ce que tu es orienté dans la bonne direction ou pas? Alors, quand les émotions sont celles qu'on appelle négatives, elles nous disent que quelque chose ne va pas ou que nous sommes orientés dans la mauvaise direction. Et quand les émotions sont positives, la joie, le contentement, la gaieté, l'enthousiasme, la fierté, la gratitude, l'amour, nous disent que non seulement ça va bien, mais qu'en plus nous sommes souvent orientés dans la bonne direction. Des études très intéressantes sur ces deux types d'émotions. Premier type d'étude qui s'intéresse à notre capacité à apprivoiser nos émotions dites négatives. Et elle montre quoi? Une étude dont le titre de l'étude était Let It Be, cette fameuse chanson des Beatles, et qui nous invitait à pouvoir apprivoiser, d'une certaine manière, à accepter le fait qu'on vivra toujours des émotions difficiles, qui sont utiles. Et on voit quoi? Que des personnes qui sont capables d'accepter, dans la durée, vont beaucoup mieux. Soumises aux mêmes stresseurs, elles vont mieux. Un autre type d'étude, face aux émotions, par rapport aux émotions dites positives, une des grandes chercheuses dans le domaine, Barbara Fredrickson, a montré que les femmes et les hommes qui, au cœur des difficultés, elle a fait ça dans le contexte du 11 septembre, étaient capables de cultiver de la gratitude, de l'amour et du lien au même moment où ça va mal, c'était les personnes qui se remettaient le mieux aussi. Donc voilà, flexibilité, faire avec ce qui ne va pas et nourrir ce qu'on aime bien. Alors, il y a une interpellation qui nous était parvenue. Elle est intéressante. Je pensais vous la poser plus tard, mais alors du coup, elle va me permettre d'enchaîner, de faire le lien avec ce que vous dites. C'est une dame, Karine, qui disait que donc elle est hypersensible. Elle a une sensibilité plus élevée que la moyenne, dit-elle. Et donc, elle rencontre des difficultés et pour faire face aux épreuves de la vie, tout la touche de façon très intense. Donc, elle vit les événements de la vie de façon très rude. Tout est difficilement digérable, peu importe la situation, qu'elle soit minime ou pas. Donc, il y a cette gestion d'émotions, notamment, que vous étiez en train de spécifier, qui a l'air d'être très compliquée pour elle. Et donc, la résilience dans ce genre de situation ne semble pas réussir. Alors, c'est important de se dire que Karine, c'est ça? C'est ça. Comme beaucoup d'entre nous, est très sensible. Mais si elle est sensible, elle nous dit qu'elle ne voit pas la vie dans des tons de gris. C'est qu'elle voit des couleurs extrêmes. Mais je crois que si on l'interrogeait, elle vibrerait aussi beaucoup plus aux émotions positives. Elle pleurera plus vite devant un film peut-être, mais elle sera émerveillée par un coucher de soleil, elle sera transportée par le chant d'un oiseau, et donc elle bénéficie, la sensibilité lui fait bénéficier aussi de la beauté de l'existence, ne pas l'oublier. Alors ça lui demande une plus grande responsabilité, pas culpabilité, responsabilité par rapport à elle-même. C'est que le fait de savoir que nous sommes sensibles nous demande d'apprivoiser cette grande sensibilité. C'est comme si notre instrument de musique intérieur était hypersensible. Quelque part, ça nous donne un potentiel incroyable dans l'existence, de finesse, de compréhension, d'empathie, d'émotions artistiques, d'émotions spirituelles, tout ça, elle a tout ça, que n'aurait pas quelqu'un qui est coupé de ses sentiments, qui va peut-être moins souffrir, mais qui sera coupé. Donc elle a ce potentiel incroyable, mais qui va avec, évidemment, je ne peux pas vibrer uniquement à la beauté de l'existence sans être touché
par la tristesse. Mais c'est une question fondamentale malgré tout, parce que est-ce qu'il serait souhaitable, d'abord, est-ce qu'il est possible d'être uniquement touché parce qu'on a envie? Ça ne me paraît pas très crédible, en fait, uniquement. Et puis, est-ce qu'il serait souhaitable de ne plus être touché? Ne plus être touché par la détresse du monde, par la détresse des femmes et des hommes dans nos sociétés, par celle des réfugiés, par celle des animaux, par celle de la nature. Heureusement qu'il y a des personnes comme elles qui sont touchées et qui alors, leur émotion, si elle peut être accueillie, régulée, on peut en faire quelque chose, est un moteur extraordinaire pour aller transformer la planète. Donc heureusement qu'il y a ça. J'imagine que je sais pas, je pense à Rosa Luxembourg ou à toutes les femmes et tous les hommes qui ont fait de grandes choses. C'était sûrement des personnes qui avaient en eux une énergie d'émotion très forte. Alors, il y a un verbe que vous avez dit que je trouve assez intéressant, c'est pas gérer les émotions, c'est réguler les émotions. Ça veut tout dire en fait. Oui. On n'est pas toujours en train de se dire c'est comme ça que ça doit aller, je dois gérer. Il y a une approche qui est aussi bienveillante vis-à-vis de soi-même, c'est accepter les émotions telles qu'elles arrivent, mais avec le temps, peut-être apprendre ou réussir, ou le terme réussir est un peu... Oui. Là aussi, hein, c'est quand même un ça, point. C'est mot piège. C'est toujours les pièges des mots, mais donc réguler ses émotions. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très juste comme vous l'avez dit, c'est cet écosystème intérieur, commencer à mieux le connaître, mettre des mots déjà, juste se dire, tiens, je prends un temps pour ralentir, pour commencer à regarder ce qui se passe en moi. Tiens, ça c'est de la colère, tiens, c'est de la jalousie, de la tristesse. Accepter que c'est normal d'être dépassé par moments, de mettre la tête en dessous du sable pour les uns, d'exploser pour les autres, c'est normal. Nous sommes humains, imparfaits par nature, mais on peut, en commençant à s'y intéresser, à mieux connaître, mieux comprendre, et puis savoir comment faire. Par exemple, celles d'entre nous, ceux qui sont explosifs, savoir qu'à des moments, il vaut mieux se retirer et mettre la tête en dessous de l'eau froide. On ne va pas devenir des surfemmes, des surhommes, mais pour ne pas avoir des conséquences sur nos vies par la suite. Et puis d'autres, on sait que quand on a tendance à se replier, ça vaut la peine de s'ouvrir, d'aller téléphoner à quelqu'un. J'ai pas envie, mais je vais téléphoner, sortir de chez moi. Et donc, c'est commencer à connaître un peu comment ça se passe. Et c'est vrai que le principe de base, qui n'est pas évident, c'est accepter que ça vit en nous, qu'on ne va pas contrôler tout ça, un peu comme un écosystème vivant, mais qu'on peut choisir ce qu'on va nourrir. Et donc, il y a les unes qu'il faut apaiser, et donc c'est une image, bien sûr. Mais on pourrait dire que nos émotions qu'on appelle négatives, on a besoin de les bercer. C'est comme si on avait là des enfants un peu agités, on a besoin de prendre nos tristesses, nos colères et de les bercer un peu. Et il y a une forme d'apaisement. Ce n'est pas les contrôler, mais c'est vraiment cet apaisement qu'on peut trouver. Puis on peut chacune trouver nos manières d'apaiser, que ce soit la nature, l'art, la méditation, etc. Et puis il y a l'autre versant qui est cultiver, nourrir. Nourrir la joie. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour en fait? On pourrait se poser la question, est-ce que je prends chaque jour un moment pour nourrir ce qui est important dans ma vie? Moi, je peux vous dire que j'ai passé des années sans le faire. C'est incroyable, je me dis aujourd'hui, mais j'ai passé des années vraiment où je vivais comme une machine au fond. Alors, ma vie, elle n'est pas trop mal, j'avais de la chance. Mais si je vis comme ça, et à un moment tout change, que va-t-il se passer si je n'ai pas pris cette pratique de nourrir l'important, avec des choses que tout le monde connaît, tellement simples. Le soir, avant de me coucher, tiens, aujourd'hui, une chose pour laquelle j'ai envie de dire merci, chose qui est bénéfique dans ma vie. Alors, si je vais mal, je vais me dire, oh, mais non, il n'y a rien qui va, et ça n'a pas été, telle personne a été désagréable. C'est vrai, on peut le reconnaître. Et en même temps, avec tout ça, qu'est-ce qui allait bien? Une toute petite chose qui allait bien. Est-ce que je peux reconnaître ça? Le matin, de quoi est-ce que j'ai envie de m'émerveiller? Et puis à midi, peut-être, c'est quoi une relation qui compte avec quelqu'un? Comment je peux prendre soin de ça? D'un sourire, avec un sourire. Quelque chose de tout simple, en fait. Vous êtes en train de nous dire que voir la vie du bon côté, ça prend. C'est pas quelque chose qui... On peut l'avoir de façon simple, mais il y a une manière d'apprendre à vivre, à prendre les choses de façon positive. Il y a deux choses. Juste avant de venir rappelez-moi votre question qui est très importante, mais juste pour continuer ce que j'avais dit avant, dans deux éléments. Le premier, c'était... La première leçon que je retiens de ça, c'est que c'est dans les petites choses qu'on construit la qualité de vie. C'est pas attendre le grand soir où tout ira bien. Moi, j'ai abdiqué depuis longtemps. Ça n'arrivera pas. Notre vie, elle est faite de difficultés. Et heureusement que parfois, il y en a moins, mais on n'a pas le choix. La vie, c'est ça. C'est un ensemble de difficultés. Donc, attendre que tout se règle pour aller bien, c'est fichu. Et là-dedans, les émotions, c'est pareil. C'est dans les toutes petites choses du quotidien qu'on construit le bien-être dans 10 ans. Je pense à une étude scientifique à nouveau qui montrait quoi? On demandait aux personnes, on étudiait comment elles géraient
leur attitude face aux tout petits stresseurs du quotidien, aux petites contrariétés. Et on voyait que les personnes qui arrivaient à être moins réactives aux toutes petites choses, on les a suivies pendant 10 ans. C'est celle qui allait le mieux en termes de santé mentale 10 années après. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est que c'est cumulatif, c'est que si on ne fait pas attention aux petites choses, les petites choses deviennent, dans la durée, voilà, les toutes petites pousses deviennent des arbres dans nos jardins. Et donc c'est important ça. Et en même temps, c'est assez réconfortant, j'ai l'impression. Ça ne nous demande pas de faire des grands trucs, de bouleverser notre existence aujourd'hui. Non, occupe-toi de toutes petites choses. Prends soin des toutes petites pousses dans ton jardin intérieur et accepte que tu ne verras pas les choses directement changer. On ne voit pas une forêt pousser. On entend l'arbre qui tombe, mais la forêt qui pousse, ça ne se voit pas. Il faut attendre et avoir beaucoup de patience. Puis un jour, tout à coup, on se rend compte, c'est incroyable. Il y a une ombre magnifique. Les arbres ont grandi. C'est fou. Il y a une photo notamment dans le slide que nous n'avons pas fait passer, mais il y en a une qui est assez sympa. Peut-être oui, que vous savez la faire avancer. Et voilà, exactement. C'est à ça que je voulais en venir. C'est qu'on est un peu dans cette... c'est sur cette image-là de cet arbre aux racines absolument superbes. Et n'oubliez pas là où vous alliez m'amener juste avant. Je vous poserai la question après, mais peut-être là-dessus, oui. Et donc, ce à quoi ça me fait penser, c'est cette fameuse métaphore du bambou chinois, on pourrait dire du chêne finlandais, mais l'idée du bambou chinois, elle nous dit ça. Elle nous dit, si tu veux, imaginons que tu veuilles de l'ombre dans ton jardin, Ilios, c'est qu'on te donne cette petite graine de bambou d'un type très particulier. Tu le plantes dans ton jardin et imagine que même, contrairement à ce que tu as fait dans le passé, tu vas en prendre soin tous les jours. Tu l'arroses, jour après jour, et puis passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a rien. Tu pourrais te décourager, mais si tu gardes le courage, tu continues à arroser encore et encore, il va te falloir plusieurs mois, et après plusieurs mois, c'est seulement là que tout à coup la pousse va sortir, mais là, en quelques jours, elle va pousser de manière terriblement impressionnante. Rien de magique. Que s'est-il passé? Pendant des jours et des semaines et même des mois, notre bambou chinois a construit ce réseau incroyable de racines qui le connecte non seulement aux nutriments, donc il s'est nourri aux nutriments, mais le connecte à cet énorme réseau d'entraide avec tous les autres végétaux autour. Et c'est une fois qu'il était bien ancré, il a poussé. Nos enfants, nos amis, nos conjoints, nous-mêmes, nous sommes peut-être des bambous chinois. Combien de temps nous faut-il nous nourrir avant de commencer à grandir? On ne sait pas. Mais tirer sur la pousse, on ne peut que l'abîmer en fait, la détruire quand on tire dessus avec violence. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à arroser, protéger, arroser et attendre que ça pousse. Et quand on prend soin, il y a toujours un moment où ça pousse. Et ne pas oublier que tout est connecté. On n'est jamais tout seul. Ça ne se voit pas au-dessus, mais en dessous, ces racines, elles sont connectées à toutes les autres. Et ce que le vivant nous apprend, c'est que quand le milieu devient aride et difficile, l'entraide est plus importante. Les arbres en altitude s'entraident davantage que les arbres qui sont en situation agréable, facile, on va dire. Vous êtes en train de nous dire que... Et c'est scientifique, ce que je vous dis là. Oui, et puis, surtout que la nature peut nous apprendre énormément en termes de résilience. Tout à fait. Là, on a l'exemple... Et puis, nous sommes la nature quelque part aussi, non? On n'en est pas tout à fait... Nous sommes des éléments de la nature. On l'a peut-être oublié parfois. On est des vivants parmi les vivants. Voilà, exactement. Très bien. Et on ferait bien de s'en rappeler. Alors, Ilios, on parle de la résilience aujourd'hui, mais c'est un parcours qui vous a permis de parler, que vous êtes là, vous nous parlez de résilience, vous êtes docteur en psychologie, c'est une approche assez particulière, vous avez même donné cours de management, enfin bon voilà, il y a quand même une approche qui est au-delà de l'aspect bien-être. Si aujourd'hui c'est plutôt le bien-être et la santé, la résilience par rapport à cette thématique-là, il y a aussi la résilience que l'on peut retrouver dans d'autres domaines de la vie. On parlait de l'entreprise, on parlait un peu de management. Il y a alors cette résilience, comment peut-elle se traduire dans d'autres domaines que simplement le bien-être, voilà, l'approche personnelle vis-à-vis des obstacles de la vie?
Oui. On repart pour 5 petites minutes peut-être là-dessus, mais Oui. ça... Mais vous aviez une autre question et vous ne me l'avez pas encore Et posée. je ne vous l'avais pas posée, n'est-ce pas? Vous ne m'avez Vous pas posée. l'attendiez. Je l'attendais. Je Mais l'attendais. Donc, n'oubliez pas de me la poser oui. une fois que j'aurai répondu à celle-ci. Parce que sinon, ce sera notre conclusion. D'accord. Ce que je dirais, c'est que je pense qu'il ne faut pas déconsidérer le bien-être individuel. Parce que dans cette grande toile du vivant, c'est un peu comme si on était aussi une chaîne. La solidité d'une chaîne, elle se mesure à la solidité du maillon le plus faible, le plus fragile. Et donc, si on veut une société résiliente, on le voit, pour moi, dans un seul endroit. Comment traitons-nous les plus vulnérables dans nos sociétés? Une société qui prend soin des plus vulnérables, que ce soit des humains ou des autres qu'humains, c'est à ça qu'on voit si on sera résilient dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à venir. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. C'est comment traite-t-on c'est bizarre de dire les ressources, je vais y revenir, humaines, mais plutôt les femmes et les hommes qui en font partie lorsqu'ils ne vont pas bien. C'est ça qui prédit la résilience d'une entreprise à moyen et long terme. Bien sûr, à court terme, si on regarde uniquement le côté des finances, c'est une autre aventure, mais si on regarde ça dans une vision plus vaste, c'est ça. Comment fait-on, comment traite-t-on nos propres vulnérabilités, nos côtés lorsqu'on est fragile, et comment est-ce qu'on traite les autres? Et là, dedans, il y a un élément qui me semble central, au fond, que ce soit dans l'entreprise ou par rapport à nous-mêmes. Ça commence par rapport à nous, ça se traduit par rapport à nos conjoints, à nos enfants, c'est est-ce qu'on se traite? Est-ce qu'on traite les autres comme des objets ou comme des êtres vivants? Et ça a l'air naïf, ce que je dis là, et pourtant, est-ce qu'on ne voit pas tout le temps cette attitude de traiter l'autre comme un objet? Est-ce que parfois je n'ai pas instrumentalisé sans le vouloir quelqu'un parce que ça me faisait du bien, dans les relations affectives pour son plaisir, et ainsi de suite? On instrumentalise l'autre, l'autre cesse de devenir un être qui existe pour lui-même, pour elle-même, précieux, important, et ça devient juste un objet qu'on utilise pour nous. Parce que c'est ça, la ressource humaine, évidemment, c'est pas ce que pensent les personnes, mais ça serait terrible, non? Une ressource à exploiter ou un être à apprécier, dont il faut prendre soin. Puisque chaque être humain, chaque femme, chaque homme, chaque animal, chaque élément du vivant est unique. Et il faudrait le protéger comme un élément unique, essentiel de la société. Ça rejoint en philosophie la pensée de Kant, qui disait qu'on ne devrait jamais traiter l'autre uniquement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Et donc, on ne devrait jamais traiter un arbre uniquement comme un moyen, mais aussi comme une fin en soi. Et c'est en ça que ça va peut-être devenir naïf pour nos amis qui nous écoutent, mais le fait de parler aux arbres, je trouve que c'est vraiment une belle attitude. Non pas dans l'idée naïve que l'arbre va nous répondre avec des mots. En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout. Un arbre n'a pas de bouche, de corde vocale, mais le fait de s'adresser à un arbre, à une forêt, à la nature, elle montre juste qu'on le considère comme un élément du vivant. Et donc qu'on cesse de le voir uniquement comme un truc, un morceau de bois qu'on va mettre dans le feu, on va juste en faire une armoire. Ça n'enlève pas qu'on en a besoin pour faire des armoires, mais on peut le considérer comme un élément vivant. Et donc, quand on arrive, et ça arrive sur la planète, il y a un droit du vivant maintenant. Il y a l'écocide du côté plus difficile, on peut normer le fait de détruire l'environnement, mais il y a aussi un droit du vivant, où on considère maintenant des rivières, le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, comme étant une entité vivante, et les habitants autour du fleuve ont reçu de l'argent du gouvernement pour réhabiliter le fleuve. La Pachamama, dans des pays d'Amérique du Sud, elle est inscrite dans la Constitution. Et donc on va vers là, à reconsidérer le monde comme étant un ensemble de relations vivantes et pas un truc d'objets morts qu'on va exploiter. Ça me semble être le secret, il est là. Okay. Alors, la question, je ne l'oublie pas. Donc, je vous ai dit, on va conclure là-dessus. Encore une question, parce que lorsqu'on parlait de relations et de discussions, avant votre arrivée ici pour la conférence, nous avions eu une discussion avec un collègue qui donne beaucoup d'intérêt à la résilience, et il avait une remarque qui est intéressante. Pour lui, la résilience est le contraire de la révolution. C'est-à-dire qu'elle permet à un moment donné d'accepter les choses telles qu'elles viennent et ne donne plus cette lucidité aux personnes de se battre quand elles ne sont pas d'accord avec quelque chose. Étienne, voilà, cette question, je laisse, mais elle est intéressante parce que je n'y avais pas pensé. Je trouvais que c'était une réflexion assez intéressante, à savoir, est-ce qu'à force de tout accepter, parce qu'on se dit que c'est comme ça que les choses viennent et qu'il ne sert à rien de lutter, où est alors la lutte lorsqu'on parle de lutte sociale, de lutte environnementale,
voilà, comment faire avancer les gros thèmes de société. C'est une très bonne réflexion et c'est une des critiques que l'on fait au monde de la méditation, par exemple, en disant tiens, la méditation serait un produit de l'économie ultralibérale pour nous calmer tous et toutes, comme ça on devient toutes très calmes et on continue à être des éléments de production pour produire plus et ainsi de suite. Alors, je crois que il est important d'avoir cette réflexion, cette critique en tête, positive, et en même temps, ne nous trompons pas. Quand on parle de résilience, j'espère que j'ai jamais dit ça, et donc si je l'ai dit, il faut me corriger parce que je n'ai jamais pensé qu'il fallait accepter quoi que ce soit du monde extérieur au niveau des injustices. On a parlé d'accepter nos émotions. Et accepter nos émotions, c'est qu'on n'a de toute façon pas le choix. Elles sont en nous. Que les études montrent que lorsque j'apprivoise mes émotions, j'arrête de prendre, ou alors de passer mon temps à lutter contre ce qui est à l'intérieur de moi, ou alors d'être dirigé par mes émotions, et pour finir d'avoir des comportements injustes envers les autres. Ce n'est pas tellement utile pour mener des luttes sociales. Je fais un petit saut à Nelson Mandela. Je pense qu'on serait d'accord de dire que c'est une personne qui semble être assez résiliente, après 29 ans dans Robben Island. Pourtant, c'est un des grands révolutionnaires, si on veut, aussi. Je pense maintenant à 2 jeunes femmes incroyables. Sanna Marin, première ministre de Finlande, Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande. Mais voilà 2 femmes incroyables qui ont une énergie. Et je crois qu'on peut dire, je ne connais pas assez bien leur vie, mais Sanna Marin, qui était caissière à un moment dans sa vie, qui n'a pas une vie facile dans un monde très dominé par des hommes, et qui a réussi sa vie d'une certaine manière pour aller apporter quelque chose aux autres. C'est pour moi une représentation de la résilience au service des autres. Et donc, pour moi, la résilience, d'abord, ce n'est pas quelque chose, c'est un processus. Et c'est une force sur laquelle on peut se déposer et pour laquelle, après, on peut la mettre au service du monde. Voilà, on peut construire. Hein. Bien sûr. Au fond, moi, ces critiques, elles me semblent, et à nouveau, elles sont importantes. Hein. Toutes les critiques sont importantes parce qu'elles sont comme des boussoles. Ce qu'Étienne dit, Étienne nous dit, n'oublie pas la boussole au service du monde. Évidemment. Et en même temps, et c'est pas pour Étienne, je proposerais aux critiques de se poser une question qui est critiquer la résilience comme s'il était quelque chose, c'est comme critiquer le bistouri. Mais un bistouri mis dans de mauvaises mains, il est très dangereux. Et c'est vrai, c'est pas une légende. Le bistouri dans les mains d'un psychopathe, eh bien, il peut servir à découper des gens et à les tuer. Mais le bistouri dans les mains de la chirurgienne, il va sauver des vies. Et la résilience, ce n'est même pas un outil, c'est un processus, mais c'est juste pour dire que c'est un processus qui nous... Voilà, moi je trouve plutôt que la résilience nous permet justement d'avancer, d'enclencher un nouveau paradigme, de se construire, d'avancer pas à pas, de changer certaines choses, mais de façon positive, hein, oui. On avance. Et justement, lorsqu'on... Et on peut enclencher des combats. Exactement. Lorsque je reviens plus proche de moi, je me suis éloigné à cause de la vie, de l'agitation, de tout ça. Et lorsque je reviens là et que je prends conscience de l'essentiel, on avait dit ça, les émotions me parlent de l'essentiel, de mes valeurs, de mes besoins, je retrouve aussi une force, une énergie pour faire ce qui est important pour moi. Et je ne sais pas, c'est différent pour chacune et chacun. Peut-être que pour l'un, l'important, c'est de cultiver un potager. Et c'est comme ça qu'il participe au monde. Pour l'autre, l'important, c'est de militer dans une association. Pour l'autre, c'est de défendre les droits des réfugiés. Pour l'autre, c'est de retrouver l'équilibre par rapport aux droits des femmes, et ainsi de suite. Et donc, chacune, on a un chemin à faire. Mais je crois que c'est parce qu'on est conscient de ce qui est important et qu'on trouve l'énergie de lutter que c'est là. J'essaie de trouver l'exemple inverse. On devrait dire le contraire d'un processus de résilience, un processus de résignation. En quoi est-ce que la résignation, par contre, m'aide à aller mieux? Je ne vois pas très bien. Cette résilience nous amène non pas à nous résigner, c'est ça. Mais non, à traverser la forêt qui repousse. Elle est d'une certaine manière... Alors moi, je préfère le mot rébellion, c'est personnel, que le mot révolution. Révolution, oui. Parce que, et c'est utilisation de mots, parce que pour moi... Les mots sont importants, en effet. La révolution, souvent, dans l'histoire, les gens qui ont fait les révolutions se sont empressés de faire souvent les mêmes choses que les personnes qu'ils avaient renversées. Et pour moi, la rébellion... C'est une attitude qui dit « je ne vais pas me conformer ». Je ne pars ni dans le complotisme, qui est une voie facile, mais pas non plus dans le conformisme, qui est une autre voie facile. Et donc cette rébellion, c'est une force de dire « voilà, je vais essayer de trouver ma force à l'intérieur, et en m'appuyant sur ce qui est juste, je vais mettre mon énergie pour lutter pour ce qui est juste, et surtout construire ». Pour moi, la rébellion, elle est mise au service de quelque chose. Je suis au service d'un idéal. Est-ce qu'on peut en venir à cette question que nous avons laissée en suspens qui va nous permettre de conclure? On a 5 petites minutes, hein, puisque nous sommes presque à 1 heure d'échange. Alors, est-ce que voir la vie du bon côté s'apprend, Ilios? C'est peut-être la question
la question, pas bateau, mais bon. Moi, je me poserais d'abord la question de savoir est-ce qu'il y a un bon côté. Moi, Quel est le bon j'aurais côté? tendance à dire qu'il n'y a pas de bon côté à la vie. Mais c'est important parce que si on se dit qu'on pourrait voir la vie du bon côté, c'est-à-dire qu'il y a des bons, il y a le bon et le mauvais côté, il y a le bon et le mauvais regard, et on repart dans ces problèmes-là. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que la vie, elle a de multiples côtés. Et ça, c'est important. On pourrait se dire que le point de vue que l'on a, si on s'arrête à cette expression point de vue, c'est la vue qu'on a à partir d'un certain point. Mais il y a un ensemble, il y a 380 degrés. Et même si c'est une boule, tellement, il y a des millions de points de vue. Et lorsque nous allons mal, nous sommes enfermés dans un point de vue qui nous limite, qui nous enlève notre potentiel. Et la proposition, ça ne serait pas de trouver le point de vue magique tout à coup où tout va bien, mais c'est de dire je peux changer, je peux en aborder un autre, et un autre, et un autre. Et plus je suis capable de changer de point de vue, plus j'ai de flexibilité, plus j'ai des ressources, plus je peux trouver une solution. Et donc, vous savez, ici, dans ce magnifique palais provincial, si quelqu'un m'avait demandé il y a quelque temps, il y a quelques années, lorsque j'allais pas bien, combien y a-t-il de sorties dans ce palais provincial? J'aurais dit, il y a voilà, le grand escalier et peut-être les fenêtres. Mais en fait, c'est très limité, ça. Et si jamais elles étaient fermées, je suis prisonnier du palais provincial. Mais il y a un nombre illimité de manières de sortir du palais provincial. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de se dire. Il y a des outils qui nous permettent de sortir de ça, enfin, d'ici, du lieu qui nous accueille aujourd'hui, ça, on les connaît. Mais voilà, Les questions, des questions, tout ce qu'on a dit, mais des questions, se poser des questions. Rester dans cette ouverture, cet esprit d'enfance, en fait, continuer à se poser des questions et cultiver ce regard de l'enfance. Donc ce regard curieux, être toujours curieuse et curieux d'une autre possibilité, d'un autre regard. Et puis on pourrait se dire, voilà, quelque chose de très très simple, hein, par rapport à changer de regard, juste ça, c'est-à-dire, ici, j'ai l'impression que c'est impossible, je ne m'en sortirai jamais. Mais essayons de prendre la perspective de la personne en face de moi. C'est déjà différent. Et puis de quelqu'une d'autre, des personnes qui seront là à l'extérieur, c'est déjà différent. De la personne derrière la caméra, c'est déjà différent. D'une mouche qui serait en train de... sur le mur qui me regarde, c'est déjà différent. D'un extraterrestre qui viendrait d'arriver, c'est déjà différent. D'une aïeule sage, c'est encore différent. Et à chaque fois que j'accepte réellement de me mettre dans une autre perspective, j'enrichis mon regard et ça me donne de nouvelles possibilités. Alors ne rêvons pas. Les limites existent dans l'univers, mais en même temps, il y a un nombre illimité de manières de peut-être d'y faire face. Eh bien, voilà, c'est parfait. Je pense que nous avons répondu à la totalité des questions. Peut-être une dernière chose, Alors, voilà. Je vous aurais invité à celles et ceux qui en ont envie à... Je fais le mauvais slide. À plonger dans ce dernier ouvrage, Les folles histoires du sage Nasreddin avec Mathieu Ricard. J'aurais plutôt invité les personnes... Je peux vous raconter une histoire du livre, mais je vous aurais invité aux journées émergentes. Donc, ce sont des journées qui sont dédiées à 100% des projets de solidarité et qui auront lieu pour la 12e édition consécutive... Non, 12e édition, mais l'année passée, ça n'a pas eu lieu, à Bruxelles, avec Mathieu Ricard, justement, avec Christophe André, avec des femmes et des hommes très inspirantes, avec une personne, justement, qui a survécu aux attentats ici à Bruxelles, et donc, et qui vont aborder cette question. Tiens, c'est aussi une forme de résilience. Est-ce qu'évoquer la mort n'est pas un moyen, justement, d'éclairer nos vies? Dans un monde où on oublie parfois cette question-là, et on y a été confronté maintenant avec cette crise du coronavirus, de penser cette question, c'est aussi penser les différentes possibilités de notre vie. Donc, je vous y invite, ça aura lieu le 23-24 octobre. C'est vraiment en général un moment très chouette qui mêle les expériences, de la méditation, de la musique, et puis des femmes et des hommes extrêmement inspirants. Et pour terminer, eh bien, puisqu'on parlait de changer de regard, c'est notre ami Nasreddin, qui est un des personnages les plus connus du monde arabo-musulman, et qui représente en fait cette sagesse de l'enfant, un peu impertinente, rebelle. Et donc il est souvent avec son âne. Et là, il est ce jour-là sur son âne, il rentre dans la grande rue du village, mais il est tourné vers l'arrière de son animal. Et évidemment, c'est tellement insolite que tout le monde se met à rire. Les gens se moquent de lui, on le suit, les enfants rient. Et à un moment, quelqu'un l'interpelle et lui dit « Nasreddin, mais tu ne vois pas que tu chevauches ton âne à l'envers ?» Et Nasreddin le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce qui te dit que c'est moi et pas mon âne qui est à l'envers ?» Toute une question de point de vue, de positionnement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ilios, pour ce riche échange.
Et donc, on invite tous nos internautes à voir et revoir cette conférence qui sera streamée sur la page YouTube de la province. Voilà, et nous vous la posterons demain. Et très important, merci beaucoup à vous du temps pris pour la préparation. C'était vraiment très chouette et très confortable pour moi. On a choisi de le faire sous forme de, voilà, de discussion, d'échange. Ça me paraît plus riche. Merci à nos amis qui sont là, de l'équipe qui filme, de l'équipe qui va monter, de l'équipe qui a organisé. Et puis je trouve que c'est important à souligner, c'est pas juste des merci en l'air, mais le fait que la province s'intéresse à ça et qu'elle mette en place, pas seulement aujourd'hui, mais d'autres fois, des conférences, c'est aussi de montrer que c'est important. Et quand l'institution s'engage, c'est important, puisqu'on l'a dit, la résilience, c'est pas seulement une question de femmes et d'hommes très forts qui vont se battre, non, c'est une question de liens sociaux. Et c'est aussi nos institutions politiques qui doivent s'engager à ça. Et donc, quand elles prennent du temps, des ressources, de l'énergie, eh bien, on se dit, tiens, on va dans le bon sens en tant que société. Donc, merci aussi aux femmes et aux hommes qui prennent de leur temps précieux et qui le mettent au service du bien commun. Eh bien voilà, le message est ainsi passé. Merci, merci Ilios, merci à tous, merci à l'équipe. C'est ici que se clôture. J'aurais dit encore une dernière chose, juste important. Mon ami Nicolas Pinon et une équipe de l'UCL met en place, allez regarder sur Internet, une grande marche de la santé. C'est vraiment en lien avec ce qu'on fait ici. Et donc, vous allez voir que dans les semaines qui viennent, il y a cette grande marche qui va relier différentes villes de notre belle région et qui est aussi un moyen, justement, de prendre soin de notre santé, de notre bien-être. Pardon, mais ça avait vraiment un lien. J'allais oublier. Merci Lara. Okay. Merci Ilios. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donc cette conférence est à voir et à revoir sur la Web TV de la province de Liège. Quant aux prochaines conférences du Jeudi Santé, bien restez connectés comme on dit, puisqu'on vous communiquera les prochaines dates et les prochaines thématiques à partir du mois de septembre. À très bientôt.